Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes là depuis si longtemps que l'on éprouve le sentiment d'être en face d'un condamné à des travaux que l'on dit à tort forcés, puisque les seules grilles devant lesquelles vous n'avez jamais cessé d'être enfermé, ce sont les grilles de programme. Bonjour Michel Drucker. Bonjour cher Jacques. Quelle joie de vous retrouver en pleine forme, car vous avez retrouvé en forme physique. Et oui. C'est le travail, rien d'autre. Hein. Et d'ailleurs en tenue de sportif. Exactement. Survêt de sport. Et votre nouveau sport, c'est l'écriture, avec ce nouveau livre « Avec le temps » chez Albin Michel, qui va être le fil conducteur de cette émission, puisqu'il y a des dates clés, mais certaines sont liées à des informations que j'ai trouvées dans ce livre, dont la date du 6 mai 1955. C'est la sortie de cette chanson culte pour vous. Les Platters. Alors, cette chanson... Combien de jeunes ont flirté sur cette chanson? Alors, on ne sait pas, mais ce qui est étonnant, c'est que cette chanson a été refusée par toutes les maisons de disques pendant 1 an. Et finalement, quelqu'un l'a sortie en catimini et ça a fait un triomphe. D'ailleurs, ça a continué, et c'est un peu comme les Village People. Il y a eu plusieurs générations de Platters. Exactement, il y en a encore aujourd'hui, je crois. Alors, c'est vrai que quand vous écoutez cette chanson, vous pensez au train pour les Sables d'Olonne quand vous étiez mineur, Michel Drucker. Exactement. Absolument, quand j'étais moniteur de colonie de vacances aux Sables d'Olonne en Vendée. Et les tubes de l'été, c'était ça. Et c'était Richard Anthony, J'entends siffler le train. Voilà. Vous aviez 17 ans, vous occupiez d'enfants de 15 ans. Oui, c'est vrai. C'était mon premier job. Ça s'appelait Tanchette Cayola. Oui. La colonie de vacances, elle était, si les gens qui nous écoutent connaissent bien les Sables, c'est derrière le casino des sports. Et j'avais des gamins qui n'étaient pas des délinquants, mais qui venaient de la banlieue, qui étaient défavorisés. Et puis quand on a 17 ans, s'occuper de garçons de 15 ans, c'est pas évident. Non. Non, mais j'étais très proche d'eux. Et il y en a que qui m'ont écrit qu'un jour, ils ont vu leur moniteur à la télé. Oui. Alors, ils m'écrivaient beaucoup. Mais il y en a qui ont plus ou moins bien tourné, d'ailleurs. Vous étiez aussi, je crois, très proche, et vous le dites dans votre livre, de la directrice de la colonie de vacances. J'ai eu une liaison pas dangereuse avec la directrice de la colonie de vacances. Enfin, c'était la monitrice chef. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Et puis, vous avez été paparazzi. Ben, c'est-à-dire que ceux qui connaissent les Sables des années 50-60, il y avait Samy, c'était le photographe, le marchand de photos, et était le spécialiste des photos de vacances. Et à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, on faisait une photo de gens, on leur donnait un ticket, sauf que je photographiais des gens qui devaient pas être forcément ensemble. D'accord. Et donc, je photographiais des faux couples. Et donc, j'ai été viré très tôt parce que ils venaient chercher les négatifs en disant que on veut la photo, etc. Et c'est vrai que j'étais un des premiers paparazzi sans le savoir. Voilà. Mais c'était des expériences très utiles, très utiles. Et puis aujourd'hui encore, et vous le dites dans ce livre, Michel Drucker, vous aimez revenir sur les pas de votre enfance. Oui. C'est pas que je suis dans la nostalgie, mais j'aime bien. C'est Charles Aznavour qui me disait toujours, on a été voisins, vous le savez Jacques, en Provence avec vous et Charles. Charles disait, il faut toujours se souvenir. Il faut regarder devant, mais ne pas oublier ce qui s'est passé derrière. Donc c'est la chanson de Jean Ferrat, une de mes préférées, quoi. Nul ne guérit de son enfance. Jean Ferrat, c'est vrai. Et cela dit, c'est douloureux de retourner sur les traces de son enfance, parce que tout est beaucoup plus petit qu'on l'imaginait. Et puis c'était pas des grands souvenirs. Moi, j'ai pas été très heureux dans cette période-là. Il y a eu la guerre, il pleumait, je crois. Oui, il y a eu. C'était dans les années. Mon père s'est installé en Normandie après 2 ans de captivité, et c'était une époque encore compliquée. Et puis après, je suis allé en Bretagne, dans les Côtes du Nord, dans un petit village où là j'ai rencontré. Mes parents ont rencontré un certain Lelay. Et Pierre Lelay, vétérinaire, qui était le frère de Jean Lelay, le papa de notre ancien patron de TF1. Patrick Lelay. Patrick Lelay, et c'était un peu le grand-oncle de Laurent Hérich, qui est le patron des sports de France 2, pas du service public. Oui, le spectacle et la télévision sont des grandes familles, finalement. Oui, absolument. Alors, il se trouve aussi que vous avez passé des vacances en camping à Granville, je crois. Oui. À Granville, c'était
tous ceux qui habitaient le bocage normand, la région de les plages du débarquement, là où ils ont grandi, c'est de mémoire, c'était Quéron, Julouville, Carole, Saint-Jean-de-Thomas, et au bout de Saint-Thomas, on apercevait le Mont-Saint-Michel. C'est des plages de la Manche, Oui. où on allait, c'était à 50 km de Vire, donc on allait camper avec mon frère Jean, près de Granville. Oui. Et Granville, d'ailleurs, on l'appelait le Monaco du Nord parce Oui. que les Grimaldi ont eu la charge de gouverneur de Granville à une époque. Granville, dans la Manche, c'était en face des îles Chausée. Oui. Et Granville, il y a beaucoup de copains qui sont acteurs, qui ont fait notre métier, qui sont de la région. Oui, et Notamment Jacques Gamblin, dont les Exactement. parents tenaient la quincaillerie Gamblin à Granville. Quelle mémoire, vous vous souvenez de tout. Ouais. Et puis, il y a aussi Honfleur, le lycée Albert Sorel, ça Oui. c'est un moins bon souvenir. Oui, et encore que Honfleur, c'est un lieu qui nous est cher à Dany, mon épouse et moi, parce que on aurait pu se rencontrer là, parce que sa grand-mère avait une parfumerie pas loin de la Lieutenance, près du bassin d'Honfleur. Et c'est là, je le dis dans le livre, où elle a été engagée pour faire un petit tournage de 2 jours par un étudiant en cinéma qui avait 18 ans, elle en avait 15, Oui. et c'était Claude Lelouch. Extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. Mais sauf que le lycée Albert Sorel, je crois que vous étiez un élève gentil, mais pas un peu dissipé. Alors j'étais collé tout le temps, je sortais jamais le week-end, et j'en ai souvent parlé à Laurent Ruquier qui est du Havre, parce que du réfectoire, du dortoir, qui était un petit peu sur la hauteur du lycée, on apercevait le Antifer, le port de Granville, où un jour on a vu arriver le France. Et c'est vrai que c'est pas un bon souvenir, mais ce qui est un bon souvenir, c'est le lieu, parce qu'Honfleur c'est magnifique. Oui, mais il y a aussi le fait que vous aviez pendant les vacances une professeure, Madame Michel, Madame Michel, qui essayait de vous faire rattraper votre retard. oui, qui essayait en vain. Ouais. Était une cliente de papa, une institutrice à la retraite. On a tous des souvenirs d'enfance, de professeurs qui nous ont mis le pied à l'étrier ou avec difficulté. Et Madame Michel, c'était une dame qui a compté beaucoup pour moi. Et ce que j'ai découvert aussi dans ce livre, Michel Drucker, c'est que vous avez failli être sténodactylo. Oui, ça c'était au lycée technique de Caen, rue de Bayeux, où mon père désespéré m'a inscrit dans un lycée technique. Je sais pas ce qu'il a fait, ils se sont trompés. Toujours est-il que on était 2 garçons pour 180 filles. C'est pas mal quand même. Voilà. Et c'était la méthode Prévost-Delaunay à l'époque. Et le sténodactylo, et j'ai appris ça. J'ai oublié, mais je le regrette parce que ça m'aurait bien servi pour plus tard sur la génération ordinateur, mais je sais pas bien me servir des ordis. Oui, en fait, les sténodactylos, c'était un métier d'homme jusqu'à la guerre de 14. Oui. Et après, quand les hommes sont partis au front, les femmes les ont remplacés, et c'est comme ça que c'est devenu un métier de femme. Bien sûr. Et puis, il y a eu aussi votre seul diplôme, je crois que c'est un brevet d'enseignement commercial. Oui. Ben, quand je suis sorti de 2 ans du lycée technique, j'ai eu ce diplôme-là. Ça m'a pas beaucoup servi, mais ce qui m'a en revanche beaucoup servi, c'est d'avoir rencontré beaucoup de copains. Quand j'étais à Caen, j'avais une petite chambre d'étudiante à Caen, au-dessus d'un boulanger, et dès que j'avais un moment, surtout le dimanche soir, je descendais dans le café qui était en bas, où il y avait un poste de télévision, et là je regardais Sport Dimanche. C'était autre chose. Sans savoir que je serais également à Sport Dimanche 2-3 ans après. Mais au départ, votre père voulait que vous soyez médecin. Il vous a même emmené d'ailleurs. Enfin, il souhaitait que je fasse des études sérieuses. Oui. Et moi, j'aurais voulu le remplacer, c'est clair. Mais en j'aurais même- été un bon médecin. Oui, en même temps, vous racontez dans ce livre des choses surréalistes quand vous alliez voir dans les fermes certains malades. Oui, ben oui, je me souviens. Mon père soignait des gens qui étaient assez alcoolisés. Il y avait on appelait ça les gars qui faisaient les bouilleurs de cru. Oui. Ils faisaient leur alcool eux-mêmes. Et la clientèle était très alcoolisée. Et d'ailleurs, cette région-là, c'est la Basse-Normandie où il était. C'était statistiquement l'endroit où il y a eu le plus de cancer de l'œsophage. Cancer de l'œsophage dû à l'alcool. Et donc, j'accompagnais mon père un peu dans les fermes. Et il y avait des choses surréalistes. C'est-à-dire que je me souviens un jour, je l'écris dans le livre, il va soigner quelqu'un qui a fait des maux de tête, etc. Bon, il lui prescrit du Synthol.
des compresses. Synthol, c'était le médicament de notre enfance. Il repasse 2 jours après, elle dit ça va, bah oui, j'ai des maux de tête, j'en ai moins, mais j'ai mal à l'estomac parce qu'il avait bu le Synthol. C'est extraordinaire ça. Et celui qui avait gardé son thermomètre aussi. Ah oui. Ouais. Oui, il avait Par gardé la température. Oui. Bien, bah, papa s'en va et il revient 4 jours après, alors il avait gardé le thermomètre. Voilà. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Non, mais c'était à l'époque où le jour du marché, c'était le vendredi. Il y avait beaucoup de paysans qui venaient directement de la ferme. Et je me souviens, mon père était un gars parce qu'il me faisait descendre. Viens voir, viens voir. Alors, il me dit, va voir, j'ai un cas intéressant. Je me souviens un jour un paysan qui arrive et qui avait très très mal à la cheville. Alors il dit, bah, écoutez, enlevez votre chaussettes. Il en a. Très bien. Et donc le gars, il avait bien lavé son pied, tout ça. Et pour faire la comparaison, il dit, enlevez votre chaussette de l'autre cheville. Et l'autre était pas lavé, il avait lavé qu'une. C'était fou. Ouais. Enfin, Mais mon père n'était pas patient. oui. Il gueulait beaucoup, il engueulait ses clients. Mais c'était un médecin hors pair. On Exactement. parle beaucoup de la désertification maintenant, qu'il n'y a plus de médecins en province. Lui, c'était un diagnostic très très sûr, très bon. Vous n'êtes pas devenu médecin. Il y a une autre date qui est importante dans votre parcours. C'est le 10 octobre 1964. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Drucker, ce livre Avec le temps qu'on évoque tout au long de l'émission et qu'on va évoquer un peu plus longuement encore tout à l'heure chez Albin Michel. Et le 10 octobre 64, c'est une date importante parce que c'est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1936, les Jeux Olympiques devaient se dérouler à Tokyo. Oui. Il y a eu la guerre, ils ont été reprendus en 1964. À Berlin. Exactement. Et ces Jeux Olympiques, vous les avez suivis dans une cabine de montage pendant pratiquement 15 jours, Michel Oui, Drucker. on triait les images. Et le gars qui triait les images avec moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui était monteur et qui est devenu éditeur, c'était Michel Lafon. Exactement. Qui a créé Podium ensuite avec Claude François. Absolument. Et c'est vrai que c'est les Jeux de Tokyo, donc quand on m'a demandé de participer à l'émission de Léa Salamé pour quel jeu cet été, j'ai dit oui parce qu'avec Christine Caron, on a passé les Jeux à Paris à se balader. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces images, effectivement, étaient transmises en permanence. Vous les dispatchiez un peu à tout le monde. Ça arrivait la nuit et on triait les images. Il n'y avait pas de direct Non. de télé, il y avait la radio. Mais ce qui est extraordinaire aussi, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'au début du journal télévisé, les images arrivaient, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, donc les commentateurs de Tchernia, d'Arger et autres se mettaient en cabine et racontaient absolument n'importe quoi, car ils n'avaient pas vu les images. Mais c'est vrai, on pouvait dire n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas d'image. Voilà, personne ne remarquait. Alors, il se trouve que la télévision, vous êtes rentré effectivement grâce à cette émission. Sport Dimanche. Sport Dimanche, ça a été... C'est Raymond Marcillac qui l'a créé en 1956, je crois. Et, Réalisé par Solange Péter. Exactement. Et il avait inventé, à 20h20, la première émission de résultats. Et surtout, entre 20h20 et 20h45. C'est-à-dire entre la fin du journal qui durait 20 minutes et le grand film du dimanche soir. Donc la plus grosse audience de la semaine. Et comment êtes-vous arrivé dans Sport Dimanche ? Moi, j'ai terminé mon service militaire, boulevard de la Tour-Maubourg, à 2 pas. Et moi, j'étais dans l'armée de l'air. Donc, je volais pas, mais j'étais dans les services du courrier. Et j'ai travaillé dans un journal qui s'appelait TAM. TAM, c'était Terre, Air, Mer ou Tunisie, Algérie, Maroc. C'était le journal des Bidas. Et donc, et le journal était dans une petite rue le long des Invalides. Et j'allais poster le courrier rue Claire. Je me souviens de la rue Claire qui était entre la Motte Piquet et... Il se trouve aussi que vous êtes remarqué parce que vous arrivez à 6h du matin et vous repartez à minuit. Oui. Souvent, je couchais sur les toits quand il faisait beau. Et là, quelqu'un a dit, il faut faire quelque chose à ce gamin. C'est un peu l'histoire de Bouvard, que vous avez bien connu. Oui. Hein. Il raconte dans le livre, qui pour se faire remarquer, c'est que M. Brisson, le grand patron du Figaro, vient soulager sa vessie tous les jours à 11h après la conférence de rédaction. Et il finit par aller lui, aux toilettes au même moment jusqu'à ce que le patron le remarque. Donc nous, on était là tout le temps. Vendroux est arrivé au même temps que moi. Et il était très drôle, Jacques, il est resté d'ailleurs. Et il fallait qu'on trouvait un moyen de se faire remarquer. Donc on frappait souvent à la porte. On savait qu'il y avait une grande réunion avec le conseil d'administration. Imaginez tout l'état-major de France 2 ou de France Télévisions et un gamin inconnu qui rentre, qui voit
l'aéropage de tous les patrons de la télé. Et là, on arrivait avec des cafés ou des yaourts en faisant mine de se tromper de porte. Oui. Et Jacques me disait, prends ton temps, qu'ils aient le temps de nous photographier. Alors on comptait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, oh, excusez-nous. Alors, on faisait ça, on balayait de droite à gauche. Et au bout de 6 mois, tout le monde connaissait notre tête. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et le premier à vous avoir donné des conseils, c'est quand même Léon Zitrone. Oui, mais Léon, Thierry Roland aussi. Thierry était très très gentil avec moi, il m'a amené au foot avec lui. Mais Léon, c'était... Puis en plus, Léon, j'ai eu la chance de découvrir 1 an après mon arrivée que j'étais son voisin, Place Clichy. Oui. Alors ça a facilité les choses. Il y avait aussi Jean Baucher, qui était le patron du Casino de Paris, qui habitait juste à côté. Oui, et qui avait des collections de tableaux magnifiques. Il y avait Jean Baucher, qui est maintenant la fille de ce Baucher, a un casino à Marrakech. Exactement. Et donc, Zitrone a été le premier à vous dire, d'abord, il faut un blazer en permanence. Oui, soyez prêts. Oui. Soyez tout le temps prêts. Mais Zitrone, c'est quand même terrifiant. Zitrone, c'est magnifique. Mais Léon, je peux en parler pendant des heures. Mais la scène que je décris dans le livre, c'est le couple Zitrone. Parce que les anecdotes sur Léon, j'en ai plein. Et celle-là, je ne l'avais jamais racontée, c'est que il était donc marié depuis très longtemps. Et il voulait absolument me montrer qu'il était très amoureux de sa femme. Et donc, il l'appelait ma douce, mon tendre, mon amour. Mon unique. Oui. Et après 6 mois de journal télévisé avec lui, il m'a dit, puisque je le conduisais, puisqu'il habitait Place Clichy, c'était rue Cavagliotti, la petite rue où il y avait le Gaumont, et où il y avait le garage, et il me disait, venez dîner, j'ai prévenu ma femme, je vais vous présenter ma femme. Alors on va dîner après le journal télévisé, et j'arrive, et il dit, mon amour, mon unique, oui, je vais te présenter le petit Drucker, dont je te parle depuis longtemps. Ah ouais, on voit une voix de quelqu'un qui ne buvait pas que de l'eau, qui arrive, et c'était les tontons flingueurs. Elle avait un mégot, tout ça, elle était en train d'essuyer un verre. Ah, c'est vous le stagiaire, je suis content de vous voir. Il me parle tout le temps de vous, Léon. Alors voilà, alors Léon, ma douce, mon unique, comment m'as-tu trouvé au journal télévisé? Il voulait comme faisait le journal tous les jours, oui. Il pensait qu'elle aurait... Alors, j'ai pas dit exactement le mot dans le livre, pour pas faire de la peine aux enfants. En réalité, elle lui a dit, comment m'as-tu trouvé ce soir? Elle lui a répondu, à chier. Voilà. C'est extraordinaire. Et la plus grande star de la télé, quand même. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on mange? Tu verras bien. C'était formidable. Et la scène la plus extraordinaire, c'est que j'allais le chercher le matin de bonne heure, puisque je le conduisais. On allait à Cognac-G ensemble. Et j'arrive un matin, et je vois Léon, qui avait enlevé ses lunettes, qui était en train de repriser une chaussette avec un œuf. À l'époque, c'était des œufs. Oui. Un œuf en ivoire. Et toutes les couturières de l'époque qui nous écoutent doivent se souvenir de ça. On mettait un œuf dans la chaussette. Léon qui reprisait ses chaussettes. C'est extraordinaire. Alors, mais j'ai appris plein de choses avec lui. Oui, puis surtout votre première télé, qu'on voit de temps en temps sans connaître la date, ça a été aussi un cauchemar. Vous trembliez. Oui, ça, avec Léon. Oui. Il y avait Léon et Couder. Soyez prêts. Alors j'étais prêt, j'avais mon blazer. Et Léon m'avait dit, soyez prêts, peu importe ce que vous avez comme pantalon, vous êtes cadré comme ça. Donc j'avais un jean, mais puis j'avais des cravates. Et là, je crois que c'était François Janin, qui était un grand reporter de l'époque de sport, qui était absent. Et il a fallu que je donne des résultats sportifs. Et là, au lieu de mettre mes feuilles à plat, je raconte tout le temps, mais c'est ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Quand on est pour la première fois à la télévision assis, ce qui est notre cas là maintenant, de ne pas mettre ses feuilles comme ça, mais les mettre à plat. Si peut-être à bras le corps, si on tremble, et j'ai tremblé pendant 8 minutes, ce qui est énorme. Alors, vous avez aussi, on l'oublie un peu, fait des tas de reportages pour le JT, pour les coulisses de l'exploit. Oui. Ça aussi, ça a été une autre école. Oui, alors pour les coulisses de l'exploit, j'avais fait... Henry's, le funambule Henry's. Exactement. Ouais, Henry's, qui avait... traversé une vallée. Attendez, le barrage de Grangeon. Exactement. Voilà, Grangeon à côté de Saint-Étienne, qui enjambait la Loire. C'était une star énorme. C'était un funambule Henry's qui est extraordinaire. Il est mort depuis, il s'est suicidé. Et il était connu dans le monde entier. À New York, il faisait sur un fil avec son balancier entre les tours de Manhattan. Et il y avait le barrage de Grangeon qu'il allait traverser en direct pour
C'était les dimanches, et c'est moi qui suis allé là-bas. C'est mon premier reportage. Oui. Et vous avez été aussi l'un des premiers reporters à commenter le carnaval de Rio. Oui, c'est possible, ça aussi. Ah oui, parce que personne ne l'avait fait jusqu'à l'époque. Non. Oui, j'en ai fait plein de choses comme ça. Et puis aussi, il y avait un cross à Mésidon. Mésidon, c'était Mésidon, c'est un petit village près de Caen. Oui. C'était Alain Mimoun qui gagnait toujours, ou après c'était Jazzy ou Michel Bernard, qui étaient ses deux rivaux. Et le cross de Mésidon, je suis allé commenter le cross de Mésidon. C'est long, un cross. Hein, il faut avoir de l'imagination. Hein. Mais vous n'en manquez pas, mais vous n'avez pas fait que ça. Et il y a une autre date importante dans votre parcours, et pour quelqu'un d'autre, c'est le 29 janvier 1983. À tout de suite sur Sud Radio, avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Drucker, ce livre Avec le temps chez Albin Michel, qui est un nouveau livre de souvenirs, mais avec des choses inédites. On en évoque quelques-unes depuis le début de l'émission. Et puis vous évoquez aussi quelqu'un qui a compté pour vous, et vous avez compté pour cette personne, car le 29 janvier 1983, une nouvelle voix a été entendue dans Champs-Élysées. Céline Dion, d'amour et d'amitié. C'est sa maman qui avait fait la chanson. Oui, c'est sa maman. Et en plus, je sais qu'en coulisses, elle n'osait pas rentrer, qu'on l'a poussée carrément sur le plateau. Elle était terrorisée. Elle n'osait pas sourire. Elle était mal fagotée, comme on dit dans les campagnes. Oui. Et après, elle est devenue la star. Mais j'ai jamais oublié. Et elle l'a jamais oublié. Non. Jamais. Et René Angélil, qui était mon copain, ne l'a jamais oublié non plus. Quand elle est passée par Paris, elle donnait priorité à TF1, évidemment, pour des raisons d'efficacité. Mais dans le contrat, il disait TF1, mais je veux que vous mettiez dans son emploi du temps qu'elle réserve 3 heures pour Michel. Voilà. Et à chaque fois qu'elle venait. Chaque fois, il y avait quelques chansons dans votre émission, autant que vous vouliez. Je me souviens, on a fait une émission pour le Réveillon. Il y avait David Douillet, Dupont, Delon et moi. Et c'était pour le Réveillon, un Champs-Élysées spécial Réveillon. Et moi, elle avait chanté à Atlanta. C'est elle qui a chanté à Atlanta pour les Jeux, la chanson officielle. C'était incroyable. Alors, j'ai appelé à son hôtel René. Je lui ai dit, c'est sa première télé mondiale, hein, les Jeux d'Atlanta. Et je lui ai dit, écoute, c'est formidable, je suis content, etc. Il me dit, quand est-ce que tu repasses par Paris? Je lui ai dit, écoute, je te demande ça parce que on m'a confié un Champs-Élysées spécial Réveillon. Si elle pouvait m'envoyer un petit, c'est pas un selfie à l'époque, mais peut-être par satellite, ça met un petit bonne année, quoi. Oui. Si elle chante, c'est encore mieux. Non, mais tu veux qu'elle chante? Bah, si tu me demandes, oui. Bah, je dis, tu veux combien de chansons? Bah, tu sais, il me demande pas, sinon je vais t'en demander 5, et bah, tu les as. Voilà, c'est extraordinaire. Et elle est venue. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que moi, je me souviens de Céline Dion à ses débuts. Personne ne voulait entendre parler. Elle était toujours avec sa mère. Oui. Elle n'avait fait qu'une émission Croque-Vacances avec Claude Pierrart parce qu'on pensait qu'elle était une chanteuse pour enfants. Et vous l'avez repérée, Michel Drucker. Moi, je l'avais repérée surtout par son attaché de presse, qui a été très proche d'un très grand parolier. Eddie Marnay. Voilà. Eddie Marnay qui avait écrit des chansons pour elle, qui a écrit pour des grandes chanteuses. Et elle m'avait dit, tu sais, Michel, s'appelle Mia Dumont, oui, qui était l'attachée de presse toute sa vie que j'ai souvent au téléphone à Montréal. Et elle m'a dit, tu sais, il y a une fille qui fait un malheur chez nous, qui va pas passer inaperçue. Si tu veux l'avoir en exclusivité. Et c'est par elle qu'elle est venue à Gabriel avec son papa qui était encore là, avec sa maman, avec Mia Dumont et avec René Angélil. Et ce qui est extraordinaire dans cette émission, on ne le sait pas, c'est que Thierry Roland a fait ses débuts dans la chanson, dans ce Champs-Élysées, ses débuts et ses adieux d'ailleurs. Oui, il a fait une chanson sur le foot, non? Oui, exactement. Ouais. Alors, il se trouve que vos débuts dans les variétés, vous le devez à un appel téléphonique après un commentaire d'un avion qui n'était pas arrivé. Oui, de Michel Arnaud. Oh, c'est une histoire incroyable. C'était Pierre Sabac qui avait toujours des idées assez extraordinaires. Il a fait Tête de bois en plein ciel. C'était Tête de bois avec Albert Esner, mais en plein ciel. Il y avait un Boeing de UTA qui décollait du Bourget, qui allait à Marseille et qui revenait. Et à bord, il y avait des chanteurs qui chantaient en arrivant à Marseille et qui commençaient à chanter même sur la passerelle. C'était un exploit technique. Et moi, j'étais censé commenter le retour quand l'avion revient au Bourget. Il faisait beaucoup de brouillard, d'ailleurs il faisait froid. J'étais là, dans le vent, sur une terrasse, pour commenter l'arrivée. Et le camarade me faisait signe, continuez, car on voyait toujours pas l'avion se poser. Et au bout de 10 minutes, on me dit stop, tu rends l'antenne.
il s'était posé. Enfin, le vent ayant changé, ils ont changé la piste. Il s'était posé un quart d'heure avant. Et devant le poste, il y avait Michel Arnaud. Et ce genre d'incident est arrivé à Stéphane Collaro, qui commentait les 24 heures du Mans, qui a bien déjeuné, qui est revenu continuer à faire le commentaire d'une voiture qui avait abandonné 2 heures avant. C'est extraordinaire. Personne s'en est aperçu d'ailleurs. Oui, c'est vrai que Stéphane, de temps en temps, il aimait bien boire un petit coup. Mais cela dit, Michel Arnaud a été très importante pour moi. Elle vous a repéré, elle vous a tout appris. Michel Arnaud, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était une chanteuse avant la génération Barbara, c'était plutôt Catherine Sauvage, et une chanteuse un peu intello, qui chantait au Miller Larsouille, qui était un cabaret rive droite, tenu par Anne Sémarie, car elle a été mariée souvent. Francis Claude. Francis Claude, exactement. Et au premier rang, il y avait son amoureux, qui était François Mitterrand. Voilà. Et moi, j'ai gardé la photo. Il venait régulièrement la voir avec un copain à lui qui était André Rousselet. Extraordinaire. Ouais. Et c'est elle qui a découvert Gainsbourg quand personne n'y croyait. Il était son pianiste. Voilà. Et en même temps, elle a convaincu Montand et Signoret de venir le voir, qui ont été les premiers fans de Gainsbourg quand ça ne marchait pas. Ouais. Et elle vous a tout appris. Et je me souviens qu'elle m'a raconté que Gainsbourg, elle entend par les rumeurs que Gainsbourg compose des chansons. Alors lui, il balbutie 3 trucs parce que il était une timidité totale à ses débuts. Elle lui dit, Serge, il paraît que vous écrivez des chansons, ben, amenez-moi une cassette. Il arrive le lendemain avec La Javanaise et Le Poinçonneur des Lilas. Ce jour-là, elle a dit, vous arrêtez d'être mon pianiste, et elle l'a lancé. Extraordinaire. Mais elle vous a tout appris dans le sens, elle était très dure avec vous, oui. Mais en même temps, elle vous a appris, y compris le fait de savoir tout sur tout le monde. Elle m'avait dit, vous savez, ce métier est un métier de médisance où chacun allume tout le monde. Déjà à l'époque, vous entendrez beaucoup de ragots, mais il y a des choses qu'il faut vérifier. Il y a des choses qui sont vraies. Par exemple, si vous entendez dire que j'étais la maîtresse de Mitterrand, c'est vrai. Voilà, carrément. Carrément. Elle me dit, sachez justement le maximum de choses sur la vie privée, passée, présente ou future des invités. Alors, il y avait un magazine pour jeunes qui s'appelait Tilt, oui. Et vous avez créé, vous, Tilt, le magazine de télévision qui sont au début dans les variétés. Oui, c'était à Douai. Oui. Je me souviens à Douai. Vous étiez un garçon très doué d'ailleurs, justement. Et il y avait tout le monde. C'était en direct, en public. J'étais terrorisé, évidemment. Et il y avait tout le monde. Je crois même qu'il y avait Tino Rossi. Il y avait tout le monde. Et Johnny, qui revenait d'une mauvaise passe, parce que tout le monde a oublié que Johnny, à un moment donné, ça marchait pas du tout. On est en 66. Il est en plein divorce avec Sylvie, enfin le couple bat de l'aile. Et puis, il vend plus de disques. Et là, il revenait avec un titre de Los Bravos, qui s'appelait Noir c'est Noir. Et il repartait. C'est comme ça que j'ai connu Johnny, au creux de la vague. Je crois que Paul Naref, ce jour, est tombé aussi d'un escalier oui. Pendant l'émission. Oui, puis Paul Naref, qui faisait la Manche à Montmartre. Il était déjà givré. Oui, mais vous faisiez pas la Manche, mais vous avez fait quelques galas. Je crois que le premier gala avec Tino Rossi vous a laissé quelques joyeux souvenirs. Et oui, parce que Tino Rossi ne partait pas s'il n'était pas payé. Oui. En cash. Avant le gala. Avant le gala, à la gare. Et c'était une scène extraordinaire. C'est un film de Scorsese, quoi. Il comptait les billets, etc. Et il disait à son impresario, il dit, il y a le compte. Très bien, hop, c'est parti. Et moi, il me donnait un petit pourboire. Mais en même temps, c'était une façon d'apprendre votre métier. Je comprends. Et puis, Tino Rossi, c'était pas rien. Hein. Mais c'est vrai que à l'époque, les tournées étaient extraordinaires. Mais, et puis, ils avaient une façon étrange de gérer leur futur. Il y en a qui paient leurs impôts, d'autres qui les payaient pas, qui dépensaient tout. Je me souviens que Charles Trenet, c'était Maurice Chevalier qui lui avait conseillé ça. Quand on gagne 100 francs, on en met 50 dans une jarre de côté, et comme ça on a toujours un an d'impôt d'avance. Exactement. Qui était pas un détail. Non, en même temps, il mettait cet argent dans les banques et il oubliait la banque dans laquelle il avait placé cet argent. Donc, on n'imaginera jamais ce que la génération Trenet a gagné comme argent. C'est énorme. Oui. Alors, vous avez appris votre métier, mais surtout en restant fidèle à votre ligne et en vous méfiant de tout ce qui est médisance et même du monde politique au départ. Le monde politique, j'ai connu grâce à Michel Arnaud, oui. Par Mitterrand, qu'elle connaissait bien. Et ensuite, à Orvilliers, où elle avait une maison et son voisin, c'était Pierre Lazareff, qui était le grand patron de François, et un personnage très important. Et son voisin, c'était Pompidou.
Donc, elle connaissait très bien Pompidou. Et quand j'étais viré en 68, c'est par Pompidou que j'ai été pistonné pour revenir. Car j'avais été viré comme tous ceux qui avaient fait grève. Sauf que moi, je présentais déjà des variétés. Donc, ils ont dit, le journaliste, il est tricard, mais pas le présentateur de variétés. Et vous avez continué avec ce mot de bienveillance que vous évoquez longuement dans ce livre, parce qu'il vous a marqué à vie. Mais bienveillance ne veut pas dire condescendance. Non, et puis même, je cite Ardisson, qui a allumé tout le monde, Thierry, avec le talent qu'on lui connaît. Et puis finalement, on a travaillé un jour ensemble. Et puis il m'a dit, mais t'as raison, il n'y a pas de honte à être bienveillant. Je vais me druckeriser. Voilà. Mais Michel Arnaud m'a fait découvrir tout le monde politique. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de Balladur, de Chirac, de Pierre Juillet, qui étaient des gens très, très influents. Et c'est là où j'ai découvert un petit peu la France. C'est-à-dire que tous les hommes politiques, beaucoup, je les ai rencontrés chez eux. J'ai rencontré Le Drian, qui était maire de Lorient en Bretagne. J'ai rencontré Alain Juppé à Bordeaux. J'ai rencontré à Belfort Chevènement. Donc je connaissais la France politique un peu grâce aux délocalisations. Et quand vous avez voulu inviter des politiques à Vivement Dimanche, la première qui a marché, on l'a oublié, c'est Martine Aubry. Oui, et c'est elle qui a tenu parole alors que c'était en 99. C'était en plein débat sur les 35 heures. Elle dormait pas depuis 3 jours et 3 nuits. Je lui ai dit, elle va annuler. Elle n'a pas annulé, elle est venue. Elle est venue et quand elle est revenue à l'Assemblée, elle a dit, c'est là où il faut être. Enfin, c'est une émission qui aurait pu, je le dis dans le livre, qui aurait pu s'appeler « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?» qui était un titre d'une émission de Christy Docrène et de Serge Julie. Exactement. Alors il y a aussi la fidélité dans ce métier. Vous n'êtes pas dupe, mais il y a quelqu'un que vous évoquez qui a été le plus fidèle des fidèles, c'est Alain Delon. Delon a toujours été formidable. Mais Delon, il a la fidélité des gens du milieu. Il a toujours été fasciné par les mauvais garçons. Alain moi, je connaissais très bien Jean-Pierre Melville, qui s'appelait Grimbach en réalité, et Rémi Grimbach, son neveu, a travaillé avec moi pendant des années. Et grâce à Rémi Grimbach, j'ai mieux connu les studios Génère, où Melville tournait ses films dans ses propres studios. Hein. Et puis, j'ai connu Delon sur le Samouraï. J'ai connu également Montand. Je suis allé sur le tournage du Cercle Rouge. Melville, c'était un maître. Hein. Et c'est vrai que Delon, je l'ai bien connu à cette époque-là. On est resté assez copains d'ailleurs. Et je suis allé souvent le voir. Et quand mon frère est mort, il était voisin de mon frère parce que ses bureaux étaient rue Chambige, Adèle Productions. C'était près d'Europe 1, près de la rue François 1er. Et donc, il voyait souvent mon frère, ils étaient assez copains. Et comme mon frère est mort, il m'a appelé pendant plusieurs semaines à minuit pour savoir si je dormais, pour me monter le moral. Et quand la veuve de Jean-Pierre Melville s'est retrouvée toute seule, puisque Jean-Pierre Melville, il est mort d'une crise cardiaque. Vous savez comment il est mort, Melville? Il est mort d'une crise de fou rire en tête-à-tête avec Philippe Labro, oui, au PLM Saint-Jacques. Ils dînaient ensemble tous les deux. Il a été pris d'une crise de fou rire. Il est mort de rire, quoi. Il est mort de rire. Et lorsqu'il est mort, elle était désespérée parce qu'il a laissé beaucoup de dettes. Et puis Florence Melville, sa veuve, j'avais gardé un peu le contact avec elle et je l'avais pas vue depuis plusieurs mois. Et je la vois un jour devant un restaurant. Elle me dit, ah Michel, je suis content de vous voir. Vous savez, Jean-Pierre, il vous aimait beaucoup, tout ça. Je dis, comment allez-vous? Il me dit, ça va, je tiens le coup grâce à Alain. Je dis, Alain, ouais, Alain Delon. Parce qu'il m'envoie 2000 € à la fin du mois régulièrement sur mon compte en banque depuis la mort de Jean-Pierre. Incroyable. Pendant 5 ans. Il n'en a jamais parlé. Bien sûr. Mais vous en parlez dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 2 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Drucker. Nous évoquons depuis le début de l'émission en filigrane ce livre Avec le temps chez Albin Michel, qui est sorti le 2 avril 2025. Alors d'abord, pourquoi ce livre? Pourquoi aujourd'hui faire ce livre? Est-ce que c'est une façon, comme vous le dites, de dire merci aux téléspectateurs? D'abord, oui. Il y en a beaucoup de questions dans le livre. Mais surtout, ça marquait les 60 ans de carrière. Mon 60 ans de carrière, je cherchais une idée. Et je me suis dit, si j'essayais d'analyser moi-même les raisons de cette longévité. Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on dise, ah, je suis content de vous voir, vous allez mieux, tout ça. Et puis vous êtes là depuis si longtemps, comment vous avez fait? J'ai dit, si je m'interrogeais moi-même, alors j'en ai parlé à celui qui fait la préface, qui est Nathan Devers, qui est un intellectuel très brillant,
normalien, agrégé de philo. Et puis, il est venu me voir à l'hôpital, on a beaucoup parlé, il me dit, mais je vais raconter un petit peu tout ça. Pourquoi tu ferais pas un livre de ça? Si tu veux, je te fais la préface. Et puis je me suis dit, j'ai essayé d'expliquer en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur la bienveillance, sur la santé, sur la famille, sur la célébrité, etc., qui font comment on devient célèbre, comment on garde la célébrité, comment on s'installe sur la durée, comment on donne du temps au temps, et comment on réussit sa vie personnelle, familiale. C'est un petit peu tout ça. Et puis, quand j'ai envoyé le texte à Albin Michel, ils ont dit, mais il faut le faire parce que c'est un livre qui ressemble pas du tout aux autres que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'en couverture, j'ai mis la photo qui était l'affiche de mon spectacle oui. avec vous, où là, c'est les Drucker de 30 ans qui s'adresse à celui de 70 ans. Voilà. Et le titre n'a pas été choisi au hasard. Avec le temps. Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette chanson, il l'a écrite au moment où il se séparait de sa femme Madeleine. Et puis, personne n'en voulait, la maison de disques Il l'a restait refusé. avec sa guenon. Exactement, oui. Pépé. Pépé, oui. Et la maison de disques n'a pas voulu de la chanson, donc il l'a fait en scène, et c'est après que la chanson a été enregistrée. Il était furieux en disant, mais ces imbéciles de marketing n'ont pas compris que cette chanson aurait du Et succès. elle a été popularisée par Dalida plus tard, qui l'a chanté comme elle a popularisé Je suis malade de Lama. Exactement. Alors ce livre aussi, c'est étonnant parce que quand on fait le compte, vous avez bercé 3 générations de téléspectateurs, c'est unique. Il y a ceux qui m'ont connu quand j'étais reporter sportif et que je sillonnais le monde avec quelqu'un dont le livre m'a bouleversé. C'est Charles Bietri, qui a la maladie de Charcot. Et avec Charles Bietri, on a fait plusieurs Coupes du Monde en Amérique du Sud, notamment. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui m'ont connu quand j'étais reporter sportif, qui ont mon âge. Il y a leur fille, qui est maman, ou leur sœur, qui était un peu plus jeune, qui a suivi toutes les émissions comme Sport en fête, Les rendez-vous du dimanche. Les rendez-vous du dimanche, c'est les années 70-80. Il y a eu la décennie de Champs-Élysées ou de Studio Gabriel, Oui. ou de Star 90. Et puis il y a maintenant celle qui m'a découvert succédant à Jacques Martin pour le dimanche après-midi. Ça fait 25 ans quand même. Ça fait 26 ans presque. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que, et c'est votre force, vous n'avez jamais changé de style, Michel Drucker. Quand on est démodé, il faut le rester, quoi. Oui. Ma chance, c'est de ne pas avoir été à la mode. Et en même temps, de connaître la France profonde, la France des provinces. Ça, c'est essentiel. Oui, je la connais très bien et je connais la France des provinces et les artistes des provinces. C'est-à-dire que quand j'étais à la radio, on avait des délocalisations et puis on a fait aussi des émissions de télé en province. Mais c'est vrai que qu'on me donne une ville, Grenoble, Georges Chelon, Jean-Loup Dabadi, Bernard Lavilliers à Saint-Étienne. Oui, et Bernard Lavilliers à Saint-Étienne. Et puis Julie, et puis Muriel Robin. Oui, dont les parents étaient marchands de chaussures, on l'apprend dans le La livre. chaussure Robin, la chaussure qui vous va bien. Bordeaux, c'est Obispo, c'est Lama, c'est Marcel Amont, c'est Julien Courbet, c'est tous ces gens-là, donc je les connais par cœur. Nice, c'est Denise Fabre, il est plus là maintenant. Ce chanteur, ce crooner, qui chantait Nice, baie des Anges. Dick Rivers. Dick Rivers. Puis, dans toute la France, dans le Nord, il y a Guy Ruth, dans le Nord, il y a Noiret, dans le Nord, il y a Raymond DeVos, dans le Nord, il y a Danny Boone. Et à chaque fois, ces gens-là, vous les avez connus par cœur, à tel point qu'une jeune femme, parce que finalement, la 3e génération vous suit, vous a dit, est-ce que vous êtes vendu avec le Poste? Alors ça, c'est 2 filles dans un TGV où on remettait déjà à l'époque, on donnait le magazine de la SNCF. Ce jour-là, c'était De Chavannes qui était en couverture il y a très longtemps. Il y a 2 filles de Marseille qui m'avaient un peu reconnu et je les entends dire « Oh, De Chavannes, toute notre jeunesse ». Alors je dis « Si De Chavannes, c'est toute notre jeunesse, moi, je suis quoi ?» Vous, c'est pas pareil, vous avez été vendu avec le Poste. Ouais. C'est une jolie formule. Hein. Très jolie. Alors, il y a ce qu'on sait de vous et ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on apprend dans le livre. Et on découvre dans ce livre, Michel Drucker, que vous avez été visiteur de prison pendant 2 ans. Oui, officieusement, je n'avais pas le droit de l'être. Mais j'avais rencontré
le patron de la prison de Caen pour un bouquin. Il était venu sur le plateau. Et puis, ça m'avait intéressé. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez. Et j'avais découvert que régulièrement dans les prisons, il y a des chanteurs ou des conférenciers ou des gens de télévision qui viennent faire une conférence ou s'adresser aux détenus. Donc on leur demandait, qui voulez-vous? Et la plupart d'eux, on est dit, on aimerait bien rencontrer Michel Drucker. Donc je suis allé à Caen. Et puis après, j'en ai fait plusieurs pendant près de 2 ans. C'était assez éprouvant, mais très enrichissant. Et d'ailleurs, j'ai eu un sondage un peu avant. Car les détenus écoutent beaucoup la télé, regardent beaucoup la télé. Et d'ailleurs, ils avaient un autre sondage, et on avait dit qui voulez-vous avoir dans la prison, et c'était Johnny Hallyday et Raymond DeVos qui sont venus un jour se présenter devant les prisonniers. Et puis, être prisonnier... Il y a aussi des chanteurs, rappeurs maintenant qui sont restés. Oui, c'est autre chose. Mais en même temps, il y a aussi une chose très particulière, c'est que dans ce livre, on comprend qu'il ne faut pas être dupe de ce métier, qu'il y a des dangers, on peut monter au sommet et tomber tout de suite. Ben, c'est difficile de ne pas prendre la grosse tête et le melon quand ça commence à marcher, qu'on est célèbre, qu'on gagne bien sa vie. Il y a un passage qui est très dangereux. Et tout le monde, pratiquement tout le monde passe ce passage de grosse tête, tout le monde. Même si on n'a pas l'impression, sauf si vous avez autour de vous une garde rapprochée. Et vous avez évité ça? Oui, mais j'étais trop anxieux pour ça. Et puis comme mes parents trouvaient que c'était... faire de la télé, reporter sportif, ça les épatait pas beaucoup. Parce que ma mère demandait toujours à un artiste qu'est-ce qu'il a comme bagage. Mais en même temps, je crois que Dany Saval, votre femme, elle est très importante parce qu'elle vous a poussé vers le divertissement. Ben Dany, elle avait un avantage sur moi. Elle a connu la célébrité très tôt. Elle était connue en France, elle a tourné aux États-Unis, elle a tourné une 30aine de films. Elle a tourné avec De Funès, elle a tourné avec Carnet, elle a tourné avec Michel Morgan. Et donc, et surtout, elle avait été mariée avant moi. Donc c'est quelqu'un qui avait une grande maturité, elle a commencé à être sur scène très tôt, à 5 ou 6 ans. Elle était déjà à Mogador, mais la danseuse aux étoiles, le Guy Descartes. Donc elle connaissait bien le métier, et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit reste calme parce que les dangers de ce métier, je les connais. Elle me dit, je me souviens toujours de la formule que j'ai mise dans le livre, ramène de bonnes notes, je m'occupe du reste. Et c'est occuper du reste parce que, et au-delà même, parce que grâce à Dany, je travaille en famille. À côté de vous, il y a Philippe Filoche, vous connaissez Philippe Alain, qui est mon beau-frère, il travaille avec moi depuis près de 50 ans. Maintenant, il y a son fils, Ludovic, qui travaille également. C'est très familial. Hein. Et puis, dans la famille, Jean Drucker a été patron d'M6, Marie Drucker a fait la télévision, Léa Drucker, la fille de mon jeune frère Jacques, qui est médecin, c'est une actrice qui tourne beaucoup. Et puis, il y a Jean-Michel Jarre, puisque Jean-Michel est le fils d'un des maris de Maurice Jarre de Dany. Donc on est tous un peu tombés dans la bassine. Alors sur Dany, il y a une chose que j'ai découverte que vous ne savez sans doute pas. Quand elle a joué la danseuse étoile, c'était une opérette de Guy Descartes et Vincent Scotto à Mogador. Et un jour, c'est Guy Descartes qui me l'a raconté. Des spectateurs arrivent en retard un dimanche après-midi, ils venaient de leur province. Ils disent, le spectacle a commencé, on a loupé les actualités. Ils pensaient qu'au théâtre, comme au cinéma, il y avait des actualités. C'est vrai qu'au cinéma, il y avait toujours des actualités. Voilà. Avec la voix d'un type qui était facilement reconnaissable. Exactement. Alors, il se trouve aussi que vous dites dans ce livre combien il faut se méfier des réseaux sociaux, Michel Drucker. Ah, c'est très dangereux, les réseaux sociaux. Il ne faut pas être accro à ça, mais moi, j'y vais jamais, mais on me renseigne. Mais de toute façon, les réseaux sociaux, que je le dis de façon très ironique, heureusement qu'ils n'existaient pas sous l'occupation. Mais il n'empêche que c'est grâce aux réseaux sociaux que la révolte des étudiants en Iran ou en Tunisie a pu voir le jour. Mais c'est quand même... Pourtant, il y a des choses très bien des réseaux sociaux. C'est pendant le confinement, il y a toute une génération d'humoristes qui se sont fait connaître sur les réseaux sociaux. Maintenant, les producteurs regardent les réseaux sociaux. C'est là où on découvre des humoristes très très drôles. Ça n'empêche que la nostalgie est toujours l'actualité. Et vous dites dans ce livre que vous n'êtes pas pour la nostalgie d'anciens combattants, mais pour celle du futur. Bien sûr. Oui, parce que il y a des gens qu'il ne faut pas oublier. Et il y a des gens que la jeunesse connaît bien. Les jeunes connaissent bien Aznavour. Ils connaissent tout le répertoire de Charles. Mais c'est vrai que il faut se souvenir. Mais dès qu'on dit on va programmer un tel, on a l'impression qu'on est retourné dans les maisons de retraite de Pascal Sevran. C'est pas vrai du tout. Il y a des artistes qui ne sont plus là, mais qui sont très très écoutés par la jeune génération et qui reviennent à la mode.
Regardez, achetant les têtes de bois et non pas achetant les jambes de bois, comme disait Laurent Gérard, achetant des têtes de bois, la tournée achetant a relancé 30 ans après des gens qu'on n'entendait plus beaucoup. Exactement. Mais en même temps, vous, dans vos émissions, vous avez toujours considéré qu'il fallait laisser la place à ces gens du passé qui pouvaient préparer le futur. Régulièrement. On a fait Bourvil, on a fait Gabin. Là, bientôt, on va faire Bachelet. On a fait Ventura, Romy Schneider, tous ceux qui ont marqué toute une génération. Et vous expliquez aussi que vous êtes convaincu que cet engouement est en train de monter. Oui, absolument. Les seniors ne comptent pas pour du beurre maintenant. Regardez, Antoine Decaune, il sort un magazine qui s'appelle Vieux. Oui. Quand on voit Antoine qui a 70 ans, il les fait pas. Hein. C'est-à-dire que c'est plus maintenant déshonorant d'avoir 70 ans. Et puis il y a, dans les 10 ans qui viennent, 50 ou 60% des Français auront plus de 80 ans. Et vous serez toujours là pour les... J'espère. Oui, alors justement, votre vie d'ascète que vous évoquez souvent, vous racontez dans ce livre que vous avez quand même pris votre cuite du siècle à 10 ans. Ah oui, ma première cirrhose est la seule. J'avais vidé tous les verres d'apéritif d'une dizaine de personnes qui étaient venues dîner chez mon père. J'avais mélangé le calvados, le calva, le cognac, le champagne, le vin blanc, le vin rouge, le digestif, tout, le martini, tout. Et bien non, le matin, mon père s'étonne de me voir endormi. J'étais dans le coma. J'ai fait un coma éthylique à 8-9 ans. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps avant de reboire du vin. Ouais, j'en bois assez peu d'ailleurs. Voilà, mais votre régime est strict, et pas seulement parce que vous avez été à l'hôpital, vous avez toujours suivi un régime très strict. C'est ce qui vous permet aussi d'être là aujourd'hui, dans cette forme. Si j'avais pas suivi ce régime, je serais mort sur la table d'opération. J'ai aussi fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de vélo, et je continue à en faire, mais chez moi. Et dans la préface du livre, Nathan Dever dit que vous êtes un homme du passé, du présent et de l'avenir. C'est un peu la programmation de Vivement Dimanche. Vivement Dimanche, ça aurait pu être vivement hier, vivement aujourd'hui, vivement demain. C'est-à-dire que c'est une expression de Chancel qui avait dit on est là pour montrer aux gens ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer. Et c'est vrai que c'est la philosophie de Vivement Dimanche. Et l'avenir maintenant, Michel Drucker? L'avenir, je vais continuer. Oui. Parce que je me sens bien. Tous les ans, je me pose la question. Je me pose la question à la fin en disant, bon, et si tu mourais sur scène comme Dalida? Mais je suis dans une période là où j'ai envie de continuer. C'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans quand j'étais fatigué. Et puis j'avais peur d'être un gars, d'être le vieil animateur. Là, je suis dans la période où j'aimerais bien continuer. Combien de temps, ça dépendra évidemment de nos patrons. Mais on saura qui ils seront au mois de mai. Mais si Stéphane Sidbon-Gomez, qui est le grand patron des antennes et des programmes, ou la présidente Delphine Ernotte, veut que je continue avec eux, je dis d'ailleurs que je n'irai plus jamais dans le privé. Je suis beaucoup trop âgé. Je suis trop âgé pour séduire la responsable des achats. Ouais, mais vous séduisez beaucoup d'autres personnes. Et ce livre en séduira aussi beaucoup. Ça s'appelle Avec le temps, chez Albin Michel. Et c'est un livre qui montre combien vous êtes toujours d'actualité. Ne changez surtout rien, Michel Drucker. Merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.